Le département d'État américain, à travers un communiqué, vient de mettre à jour la liste de certaines personnalités nigérianes impliquées dans des violences liées au scrutin de février 2019 dans ce pays. L'espoir s'accroît au Soudan où les leaders de la contestation ont annoncé jeudi avoir mis fin à leur dissension avec les groupes rebelles. Ils promettent de travailler ensemble pour la paix. Un rapport de l'ONU publié jeudi fait part de graves révélations en RDC. Près de 700 personnes ont été victimes d'exécutions sommaires extrajudiciaires de janvier à juin en République démocratique du Congo. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information que nous ouvrons par le Soudan où l'espoir s'accroît de plus en plus, où les leaders de contestation ont annoncé en effet ce jeudi avoir mis fin à leur dissension avec les groupes rebelles. Ils promettent de travailler ensemble pour la paix. Reportage. Les généraux qui ont pris le pouvoir après la destitution d'Omar el-Béchir en avril et les chefs de la contestation ont signé le 17 juillet un accord sur le partage du pouvoir pour établir une autorité civile de transition, principale demande des manifestants. Mais la finalisation de l'accord a été reportée après son rejet par 3 groupes rebelles faisant partie de la contestation. Des dirigeants de cette dernière se sont ensuite rendus à Addis Abeba en Éthiopie pour négocier avec les rebelles. Jeudi, un accord a été annoncé. D'après l'association des professionnels soudanais, fer de lance de la contestation, cet accord a pour objectif d'établir la paix avec tous les groupes armés. En effet, d'après la même source, ce consensus ouvre la voie à l'instauration d'une paix générale de façon urgente et immédiate, une fois le processus de transition pour un gouvernement civil entamé. Intitulé « Déclaration d'Addis Abeba », il vise à accélérer la formation d'un gouvernement civil de transition. Les groupes rebelles ont affronté durant des années les forces de l'ex-président soudanais au Darfour, dans le Nil bleu et dans le Kordofan sud. Les dirigeants militaires et les leaders de la contestation doivent encore finaliser la déclaration constitutionnelle, les rebelles exigeant que l'accord spécifie que les négociations de paix soient la priorité du nouveau gouvernement. Dès qu'un accord de paix sera finalisé pour ces zones de conflit, les groupes rebelles souhaitent avoir des représentants au sein du futur gouvernement de transition. Ils réclament aussi l'extradition par le Soudan des personnes accusées de crimes par la Cour pénale internationale, notamment Omar el-Béchir. Un rapport de l'ONU publié jeudi fait part de graves révélations. Près de 700 personnes ont été victimes d'exécutions sommaires extrajudiciaires de janvier à juin 2019 en République démocratique du Congo. Un tiers des 700 exécutions recensées de janvier à juin 2019 en RDC ont, d'après l'ONU, été commises par les forces de sécurité. Les membres des forces de l'ordre et de sécurité sont désignés comme responsables d'au moins 245 exécutions extrajudiciaires et les groupes armés d'au moins 418 exécutions sommaires, selon le rapport semestriel du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Dans l'ensemble, 3039 violations et atteintes aux droits de l'homme ont été documentées sur l'ensemble du territoire de la RDC, soit une baisse par rapport à la même période l'année précédente. En ce qui concerne les responsables de ces violations des droits de l'homme, les membres des forces de l'ordre et de sécurité viennent en tête avec 59% des violations, les groupes armés étant, eux, responsables de 41% de ces violations, à en croire la même source. Près de 81% de ces violations ont été commises dans les provinces affectées par le conflit, dont près de la moitié commises par des agents de l'État et l'autre moitié par des combattants de groupes armés. Au premier semestre, 461 violations liées à des restrictions à l'espace démocratique sur l'ensemble du territoire, soit une baisse de près de 8% par rapport à la même période de l'année 2018, ont été enregistrées. L'organisation justifie cette baisse par l'ouverture de l'espace politique et démocratique constatée après l'investiture du président Félix Tshisekedi fin janvier. Arrestation de chefs djihadistes affiliés à l'organisation Al-Qaïda mercredi en Libye. Une force sécuritaire loyale au gouvernement libyen d'union nationale basée à Tripoli a annoncé que parmi eux se trouve un ressortissant algérien recherché près de la capitale. Reportage.
La force de sécurité de Misrata, dans le nord-ouest de la Libye, dépendante du ministère de l'Intérieur du gouvernement d'Union nationale, a indiqué avoir mené un raid contre des terroristes recherchés, classés comme chefs au sein d'Al-Qaïda et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la justice libyenne. L'opération, qui a été menée mercredi à l'aube dans une banlieue de Tripoli, a permis d'arrêter les personnes recherchées liées à des attentats perpétrés dans la capitale libyenne, selon cette force. Le principal recherché, un ressortissant algérien de son nom de guerre Al-Shawi, a été appréhendé, ainsi que plusieurs Libyens recherchés eux aussi, selon cette force, qui n'a précisé ni leur identité ni leur nombre. Il a été annoncé la saisie d'équipements et de matériaux utilisés pour la fabrication d'explosifs, d'armes, de grenades, de munitions et de documents. En effet, des groupes djihadistes ont profité du chaos pour s'implanter en Libye, pays secoué par les crises politiques et les conflits depuis la chute du régime Mouammar Kadhafi en 2011. Depuis le 4 avril, les combats aux abords de la capitale ont fait 1093 morts et 5752 blessés, ainsi que plus de 100 000 déplacés, selon un dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. En Tunisie, le président Béji Caïd Essebsi est décédé ce jeudi, quelques heures après son hospitalisation en soins intensifs. C'est ce qu'a indiqué la présidence de la République tunisienne sur sa page Facebook. Il faut dire que dans la foulée, le président de l'Assemblée nationale a prêté serment pour assurer l'intérim durant 45 ou 90 jours. Reportage. Le chef de l'État tunisien Béji Caïd Essebsi est décédé ce jeudi, à quelques mois de la fin de son mandat. Il a été de nouveau hospitalisé ce mercredi soir et admis en soins intensifs à l'hôpital militaire de Tunis, a déclaré juste avant l'annonce officielle de son décès son fils Hafed Caïd Essebsi, également chef de file du parti présidentiel Nida, Tounes. Plus vieux chef d'État au monde en exercice après la reine Elisabeth II d'Angleterre, Béji Caïd Essebsi a servi aussi bien sous Habib Bourguiba, premier président de la Tunisie, que Zine El Abidine Ben Ali, avant d'accéder lui-même à la présidence en 2014 avec la mission paradoxale de consolider la jeune démocratie. Le président du Parlement tunisien va être intronisé président de la République par intérim ce jeudi après-midi, quelques heures après le décès du chef de l'État. Il peut assurer l'intérim durant 45 à 90 jours. En avril dernier, fatigué, Béji Caïd Essebsi avait déjà renoncé à briguer un second mandat, préférant laisser la place aux jeunes. Une décision prise 4 jours après l'annonce de la démission du président algérien Abdelaziz Bouteflika, âgé de 82 ans, après 1 mois et demi de manifestations en Algérie voisine. Le département d'État américain a mis à jour sa liste de personnalités nigérianes impliquées dans la violence électorale. La plupart de ces autorités sont désormais interdites de visa pour accéder aux États-Unis. Reportage. Atiku Abubakar, candidat à la présidence du Parti démocratique du peuple PDP pour le scrutin du 23 février dernier, a déclaré que la restriction de visa imposée aux hommes politiques nigérians soupçonnés d'avoir été responsables ou d'avoir compliqué le processus démocratique au Nigeria par le département d'État américain est une preuve qui atteste que les élections générales dans ce pays qui ont eu lieu cette année ont été truquées. Atiku, à travers une déclaration lue par son conseiller spécial pour les médias, Paul Ibé, déclare qu'à la suite du vol qualifié qui a eu lieu le jour du scrutin, le régime de Buhari et ses alliés se sont lancés dans une propagande excessive pour nier l'évidence. Après la tenue de l'élection présidentielle nigériane du 23 février 2019, nous avons maintenu que le scrutin était truqué, non crédible et que l'ancien vice-président Atiku Abubakar avait remporté les élections et que son mandat avait été volé. Il semble que ce jour soit venu. Après plusieurs mois de négation, le régime de Buhari est maintenant confronté à la vérité qui consiste en une interdiction de visa par les États-Unis pour les hommes politiques qui ont sapé la démocratie du Nigeria. L'ancien président a déclaré que peu importe la distance et la rapidité avec laquelle le mensonge se propageait, il devait finalement être dépassé par la vérité.
Atiku, le candidat malheureux, appelle les Nigérians à ne pas désespérer, exprimant son optimisme quant au fait qu'il y aurait une lumière au bout du tunnel. S'exprimant sur l'interdiction, le département d'État américain a déclaré mardi 23 juillet 2019 dans un communiqué de son porte-parole, Morgan Ortagus, le département d'État condamne ceux dont les actes de violence, d'intimidation ou de corruption ont porté atteinte aux Nigérians ou ont sapé le processus démocratique dans ce pays. Le secrétaire d'État impose des restrictions de visa aux Nigérians soupçonnés d'être responsables de la démocratie au Nigeria ou d'être complices de cette atteinte à la démocratie. Ces individus ont opéré en toute impunité aux dépens des Nigérians. Plusieurs enfants souffrant des maladies chroniques sont pris en charge à partir de ce mois de juillet pour des soins palliatifs pendant 1 an dans la capitale togolaise. L'initiative est de l'Association togolaise pour la promotion de la santé et le développement communautaire. Le projet vient d'être porté à la connaissance de la population de Lomé. Ferdinand Gallé, notre correspondant sur place, a suivi pour vous la séance. Les personnes souffrant des maladies chroniques, surtout le cas des enfants, préoccupent les autorités et certaines associations au Togo. Comme toute association répertoriée au niveau de notre programme, nous donnons un appui en matière de formation, en matière de logistique et de suivi pour ces soins-là, qui sont des soins spéciaux administrés aux enfants souffrant de maladies chroniques, graves, parfois potentiellement mortelles. Donc voilà, donc c'est sur ces 3 plans-là que nous donnons notre appui à ces associations qui militent dans le cadre des soins palliatifs au Togo. Un projet de soins palliatifs aux enfants souffrant des maladies chroniques initié par l'Association togolaise pour la promotion de la santé et le développement communautaire vient d'être présenté à la population de la capitale togolaise. Il s'agit spécifiquement d'offrir les soins de soutien, l'accompagnement psychologique, spirituel et social à ces enfants-là. Le soulagement de la douleur, physique, psychologique et sociale. L'extension du dit projet sur toute l'étendue du territoire togolais est envisagée par les responsables de cette association afin d'assurer la bonne santé des âmes innocentes, parmi lesquelles se trouvent peut-être les futurs décideurs du Togo. Une note environnementale dans cette édition. Militant écologiste et ancien ministre sénégalais de l'Environnement, Haïdar El Ali, a été nommé mercredi à la tête d'un organe public pour la restauration des forêts dans le pays. C'est un communiqué gouvernemental qu'il a notifié. Reportage. Le défenseur de l'environnement a été désigné directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, a fait part un communiqué publié à l'issue du Conseil des ministres. Il est en charge, outre la restauration des forêts nationales, de reverdir la partie sénégalaise de la Grande Muraille Verte qui s'étend sur 535 km et dont les plantations ont commencé en 2008. La Grande Muraille Verte, un projet panafricain destiné à stopper la désertification en Afrique. Bande large de 15 km plantée de différentes espèces végétales, la Grande Muraille Verte doit relier sur 7600 km l'ouest à l'est de l'Afrique, du Sénégal à Djibouti, en passant par la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Soudan, l'Érythrée et l'Éthiopie. Haïdar El Ali est bien placé puisque depuis plusieurs années, il avertit du risque de disparition des forêts en Casamance, zone la plus boisée au sud du Sénégal, à cause, selon lui, du trafic de bois. Il avait été condamné en août 2018 par un tribunal correctionnel de Dakar à 3 mois de prison avec sursis pour diffamation à l'encontre du président de l'Union nationale des exploitants forestiers du Sénégal, Abdoulaye Sow. Il avait cité ce dernier parmi les trafiquants de bois au Sénégal. L'ancien ministre mène régulièrement des campagnes de reboisement dans le pays. Voilà qui referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.